Ma mère m'a mis dehors à 16 ans pour élever ses nouveaux enfants. Maintenant que je suis riche, elle exige que je paie leurs études. Mais ce qui s'est passé sur mon perron a tout changé. J'ai 33 ans maintenant, je travaille dans la haute direction d'une entreprise où je suis depuis ma sortie d'université. Bien que j'ai travaillé dur pour en arriver là, une partie de moi se demande toujours à quoi ma vie aurait pu ressembler si ma mère avait fait de meilleurs choix. Elle m'a eu à 20 ans. Mon père biologique n'était pas dans le tableau. Honnêtement, je n'en sais même pas grand-chose sur lui. D'après ce qu'elle m'a dit plus tard, elle lui a donné la possibilité de rester, et il n'a pas hésité à s'enfuir. Pas de pension alimentaire, pas de dispute, juste parti. Nous habitions un petit appartement au-dessus du garage de mes grands-parents. Ce n'était pas grand-chose, mais ça fonctionnait. Mes grands-parents l'ont pratiquement soutenu pendant cette période. Ils l'ont aidé avec moi pendant qu'elle finissait ses études et obtenait son diplôme en physiothérapie. Elle jonglait entre les études et l'éducation de moi toute seule. Je dois lui accorder du mérite, elle ne s'est pas contentée de s'apitoyer sur son sort, d'être une mère célibataire. Elle a travaillé dur. Ses premières années n'étaient pas mauvaises. Bien sûr, l'argent était serré, mais je ne l'ai pas remarqué. J'ai passé beaucoup de temps avec mes grands-parents pendant qu'elle travaillait ou étudiait. Mon grand-père adorait me voir. Honnêtement, il a probablement fait plus pour moi que quiconque pendant ces années. Ma mère trouvait quand même du temps pour moi quand elle le pouvait. Elle me lisait des histoires avant de me coucher, m'emmenait au parc, des choses comme ça. Les choses ont changé quand j'avais environ 8 ans. Ma mère a rencontré un homme nommé Léonard à son travail. Il semblait bien au début au emploi stable, type normal. Je me souviens qu'elle disait à quel point il était différent des hommes qu'elle avait fréquentés auparavant. Ils ont fréquenté pendant un certain temps, et après quelques années, ils se sont mariés quand j'avais environ 11 ans. Léonard n'était pas un méchant homme, mais il n'était pas chaleureux non plus. Il était poli, presque distant. Il n'a pas été méchant avec moi ou quoi que ce soit, mais il n'a pas vraiment essayé de créer un lien non plus. Il me traitait comme si j'étais juste là, vous savez, comme un meuble. Au début, rien n'a vraiment changé. Je vivais toujours avec ma mère et maintenant Léonard. C'était bien. Pas génial, mais bien. Puis de petites choses ont commencé à changer. Ma mère a commencé à se concentrer davantage sur Léonard et leur vie ensemble. Les dîners sont devenus plus silencieux, moins centrés sur moi et plus sur eux. Je me souviens m'être assis là, essayant de participer à la conversation et d'être mis de côté comme si je n'étais même pas là. Je ne l'ai pas pris personnellement au début. Je me suis dit qu'elle était juste excitée par son nouveau mariage et qu'elle essayait de le faire fonctionner. Mais au fil du temps, il est devenu clair que j'étais lentement écarté. J'ai essayé plus fort d'attirer leur attention. J'ai travaillé dur à l'école, j'ai rapporté de bonnes notes, j'ai aidé à la maison au tout pour montrer que je valais encore la peine d'être remarqué. Puis, vers l'âge de 12 ans, ma mère est tombée enceinte de jumeaux. Tout le monde était ravi. Moi aussi, du moins au début. J'imaginais être le grand frère cool, aider avec les bébés, leur apprendre des choses, et simplement faire partie de cette nouvelle famille. J'ai même commencé à faire du babysitting pour les voisins pour m'entraîner pour l'arrivée des jumeaux. Mais au fur et à mesure que sa grossesse progressait, l'attitude de ma mère envers moi a encore plus changé. C'était comme si elle n'avait plus de temps pour moi. Tout tournait autour des jumeaux. Je me suis dit que c'était temporaire, que lorsque les jumeaux seraient nés, les choses reviendraient à la normale. Les jumeaux sont arrivés, et c'était comme si j'avais disparu du jour au lendemain. Je veux dire, je comprends. Ce sont des bébés, et les bébés ont besoin de soins et d'attention constants. Je ne m'attendais pas à ce que les choses restent exactement les mêmes, mais c'était d'un autre niveau. Il ne s'agissait pas seulement qu'elle soit occupée ou fatiguée, ce qui aurait été logique. On avait l'impression qu'elle avait cessé de me voir complètement. Les dîners en famille ceux-ci sont devenus une chose du passé. Elle était celle qui les planifiait, qui faisait des efforts pour que nous ayons du temps ensemble. Mais maintenant, plus rien. Et il ne s'agissait pas seulement de sauter les dîners. Les petites choses qui me faisaient sentir connecté à elle ont également disparu, parler de notre journée, regarder une émission ensemble, même partager ces blagues intérieures que nous avions l'habitude d'avoir. Je pense que le pire, c'est que j'ai continué à essayer. Même s'il était clair que je ne faisais pas partie de cette nouvelle dynamique familiale, j'ai quand même essayé. J'ai quand même travaillé dur à l'école, j'ai aidé et j'ai essayé de me rendre utile. Mais quoi que je fasse, ça n'avait pas d'importance. Je n'étais plus une priorité.
Vers mes 16 ans, tout a atteint un point culminant. Ma mère et Léonard m'ont appelé dans le salon un soir, disant qu'ils devaient avoir une conversation sérieuse. Je savais que ça n'allait pas être bon. Je pouvais le sentir dans l'air. Ils m'ont fait asseoir et ont commencé à expliquer comment les choses devenaient difficiles financièrement avec les jumeaux. Ils ont dit que leurs dépenses avaient augmenté et qu'ils ne pouvaient plus se permettre de subvenir aux besoins de tout le monde dans la maison. Léonard a fait la plupart des discours, exposant tous les chiffres comme si je devais me sentir mal pour eux. Ma mère s'est juste assise là à me regarder, puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, ils méritent mieux. Pas, on va trouver une solution. Pas, on est ensemble dans ça. Juste un message clair que je n'étais rien pour eux. Je n'ai pas discuté. Quel était l'intérêt? Je suis allé dans ma chambre, j'ai fait mes bagages avec ce que j'avais, des vêtements, quelques affaires personnelles et je suis sorti par la porte. Je n'ai même pas regardé en arrière. Je suis allé directement chez mes grands-parents. Ils n'ont pas hésité à me prendre, mais bon sang, était-il en colère. Mon grand-père n'arrêtait pas de faire les 100 pas, marmonnant entre ses dents qu'il n'arrivait pas à croire que sa fille ferait ça, tandis que ma grand-mère secouait la tête et me serrait fort dans ses bras. Il voulait confronter ma mère, mais en même temps, il ne voulait pas la couper complètement, surtout à cause des jumeaux. Et je l'ai compris. Les jumeaux étaient innocents dans tout cela. Ils n'ont pas demandé à naître, et ils n'ont certainement pas demandé à devenir le centre du monde de ma mère à mes dépens. Je ne pouvais pas les blâmer, même si j'étais en colère contre la situation. Ce jour-là a été un tournant pour moi. C'est le jour où j'ai réalisé que je ne pouvais plus compter sur ma mère. À 16 ans, je n'étais pas seulement un adolescent qui essayait de comprendre la vie, j'étais seul. C'était effrayant, oui. Mais je n'avais pas le choix. À partir de ce moment, j'ai su que je devais prendre soin de moi parce que personne d'autre ne le ferait. Vivre chez mes grands-parents a été un soulagement, mais ce n'était pas facile. Ils m'ont donné un toit au-dessus de la tête et un endroit où rester, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose de plus. Ils étaient retraités, vivaient avec un revenu fixe et n'avaient tout simplement pas les ressources pour me soutenir comme j'en avais besoin. J'ai donc commencé à travailler. Mon premier emploi était dans un café local. Ce n'était pas glamour, mais ça payait juste assez pour que j'achète des fournitures scolaires, des vêtements et certaines des choses dont j'avais besoin pour passer le lycée. L'équilibre entre le travail et les études n'était cependant pas simple. Je rentrais tard, j'essayais de finir mes devoirs et je me réveillais tôt le lendemain pour recommencer. Mes notes ont un peu baissé, mais j'ai quand même réussi à rester sur la bonne voie pour obtenir mon diplôme. Ce qui m'a vraiment piqué, c'est que ma mère ne s'est pas du tout renseignée. C'était comme si j'avais cessé d'exister pour elle. De temps en temps, j'entendais parler d'elle et de Léonard par le biais de potins familiaux. Ils allaient bien, bien sûr. Les jumeaux se développaient bien, et ils vivaient leur vie parfaite dans leur belle maison avec leur nouvelle voiture. Honnêtement, je n'arrivais pas à comprendre. Je ne sais pas pourquoi deux personnes ayant un emploi décent ne pouvaient pas se permettre d'avoir 3 enfants. Je n'étais pas une dépense extravagante, j'avais juste besoin des éléments essentiels. Pendant ce temps, c'est moi qui luttais. Je travaillais le week-end et tard dans la nuit pour les études juste pour me maintenir à flot. Jongler entre les devoirs, les quarts de travail et essayer d'avoir une vie normale était épuisant. Ce n'est pas comme si je leur demandais grand-chose, juste un peu d'effort, un peu de soin. Mais j'avais l'impression que dès que j'ai franchi cette porte, ils se sont lavés les mains de moi et sont retournés dans leur petite bulle parfaite. Je suppose que ce n'était pas vraiment une question de dépenses, ils ne me voulaient plus. Vers ma dernière année, les lettres d'admission à l'université ont commencé à arriver. J'étais excité mais aussi terrifié. Je savais qu'il n'y avait aucun moyen que je puisse me permettre l'université tout seul. J'avais besoin d'aide. Alors, contre mon meilleur jugement, j'ai contacté ma mère. Je me souviens m'être assis dans la cuisine de mes grands-parents tard dans la nuit, tenant mon téléphone, essayant de trouver comment formuler le texto. Mon esprit n'arrêtait pas de tourner avec différentes façons de demander de l'aide sans paraître trop désespéré. Je l'ai supprimé et réécrit au moins 10 fois avant d'envoyer enfin « Salut, j'ai été accepté dans quelques universités. Je me demandais si tu pouvais m'aider avec les aides financières ou co-signer un prêt. » J'ai appuyé sur envoyer et je l'ai immédiatement regretté. Non pas parce que je pensais que c'était mal de demander, mais parce qu'au fond, je connaissais déjà la réponse. Pourtant, une petite partie de moi, stupide, s'accrochait à l'espoir. Peut-être se souviendrait-elle que j'étais aussi son enfant. Sa réponse est arrivée des heures plus tard. Et quand elle l'a fait,
mon estomac s'est affaissé, nous épargnons pour l'avenir des jumeaux. Nous ne pouvons pas aider. Désolé. C'est tout. Pas de félicitations. Pas de « nous sommes fiers de toi ». Juste un refus catégorique. Cela n'aurait pas dû me surprendre, mais ça l'a fait. Ou peut-être que ça a juste fait plus mal que je ne voulais l'admettre. J'ai regardé le message, essayant de comprendre comment quelqu'un pouvait rejeter son propre enfant comme ça. Ce n'était même pas une question d'argent, c'était un manque total de soins. Je me suis assis là en me sentant comme un idiot, me demandant pourquoi j'avais même pris la peine. Je savais que je ne pouvais pas compter sur elle. J'ai posé mon téléphone, essayant d'avaler la boule dans ma gorge, mais les larmes sont venues quand même. Je n'étais pas en colère contre les jumeaux, ils n'ont pas demandé ça. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que j'avais été mis de côté, comme si je n'avais pas d'importance. Heureusement, ma tante est intervenue. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle n'a même pas hésité. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Je co-signerai tes prêts. Concentre-toi juste à faire en sorte que ça marche, d'accord ?» Elle n'était pas obligée de faire ça. Elle avait ses propres responsabilités et ses enfants dont elle devait s'occuper, mais elle croyait en moi. Elle m'a dit qu'elle a toujours su que j'avais en moi le potentiel d'aller loin. Et honnêtement, cette croyance m'a frappé plus fort que l'offre elle-même. À ce moment-là, je me suis fait une promesse, je ne la laisserai pas tomber. Je travaillerai dur, non seulement pour moi, mais pour prouver que sa foi en moi n'était pas déplacée. Ma mère avait peut-être claqué la porte, mais ma tante elle l'a grande ouverte, et je n'allais pas gaspiller cette chance. L'université n'était pas une blague. J'ai travaillé sans arrêt en emploi sur le campus, quart de travail le week-end et petits boulots juste pour me maintenir à flot. Je me suis même enseigné la conception web et j'ai commencé à travailler à la pige pour les petites entreprises. Le travail était bien payé, et j'avais des factures à payer. Le sommeil est devenu un luxe que je ne pouvais pas me permettre, mais je m'en fichais. J'avais un objectif, et rien ne allait m'arrêter. Et ma mère toujours le silence radio, pas un seul texto ou appel pour prendre des nouvelles. De temps en temps, je tombais sur ses publications sur les réseaux sociaux, des photos des jumeaux à leurs pièces de théâtre scolaire, leurs anniversaires ou leurs vacances en famille à Disneyland. Elle avait l'air si insouciante, comme si sa vie était cette petite bulle parfaite. Ces messages semblaient être un coup de poignard droit dans ma poitrine. Alors, finalement, je les bloquais. Je ne pouvais pas continuer à me torturer en regardant une vie dont je ne faisais pas partie. Lorsque l'obtention du diplôme est enfin arrivée, j'ai envoyé une invitation à ma tante à la cérémonie. Non seulement elle est venue, mais elle rayonnait au premier rang, acclamant plus fort que quiconque lorsque mon nom a été appelé. Ma mère ? Je n'ai même pas pris la peine de lui demander. Si elle ne se souciait pas de mes études quand j'avais le plus besoin de son aide, elle ne méritait pas d'être là pour célébrer mon succès. Ma tante, cependant, elle méritait chaque instant de ce moment parce que sans elle, je n'aurais peut-être pas réussi du tout. Après l'obtention du diplôme, le vrai travail a commencé. J'ai déménagé dans une petite ville pour un emploi dans mon domaine. Le salaire n'était pas excellent, mais il suffisait à couvrir mes factures et à commencer à rembourser mes prêts étudiants. Ces premières années ont été difficiles. Je vivais dans un petit appartement avec des meubles pourris et je travaillais de longues heures juste pour faire mes preuves. J'ai tout donné à ce travail. J'ai saisi toutes les occasions d'apprendre, je suis resté tard pour terminer les projets et je me suis porté volontaire pour des tâches que personne d'autre ne voulait. Lentement mais sûrement, ça a commencé à porter ses fruits. J'ai obtenu une promotion, puis une autre, et avant que je ne le sache, je montais les échelons. Lorsque j'ai atteint la fin de la vingtaine, j'étais enfin dans une bonne position. J'avais remboursé une grosse partie de mes prêts, je suis passé à un appartement décent et j'avais des économies pour la première fois de ma vie. J'avais l'impression de enfin progresser. Ma relation avec ma mère était toujours inexistante. Je ne me suis pas donné la peine de la contacter, et elle non plus. De temps en temps, j'entendais des parents qu'elle demandait de mes nouvelles, mais cela n'a jamais rien donné. Elle avait sa famille, et j'avais ma vie. Je pense que la partie la plus difficile de ces années a été de réaliser qu'elle n'allait pas changer. Une partie de moi avait toujours espéré qu'elle me contacterait, s'excuserait ou au moins reconnaîtrait comment elle m'avait traité. Mais cela ne s'est jamais produit. Au lieu de cela, j'ai appris à cesser de m'attendre à quoi que ce soit d'elle. Avance rapide jusqu'à l'âge de 30 ans. J'étais dans la haute direction, gagnant plus d'argent que je ne l'aurais jamais cru possible. Je l'ai gardé secret, cependant. Je n'en ai pas parlé en ligne.
Je n'en ai pas parlé à la plupart de ma famille. Je ne voulais pas gérer le drame qui s'ensuivrait. Mais ma tante, celle qui a co-signé mes prêts, était la seule au courant de ma promotion. Elle était fière de moi et me l'a dit à chaque fois que nous avons parlé. Malheureusement, lors d'une réunion de famille, elle l'a mentionné par hasard à ma mère, pensant que cela pourrait déclencher une sorte de réconciliation. Elle avait de bonnes intentions. Elle a toujours été celle qui essayait de maintenir la paix. Mais ce seul commentaire a déclenché une réaction en chaîne pour laquelle je n'étais pas prêt. Quelques jours plus tard, il y a eu un coup à ma porte. Je ne m'attendais à personne, alors j'ai regardé par le Judas. C'était ma mère et Léonard. Je ne les avais pas vus depuis des années, et je ne pouvais pas imaginer une seule bonne raison pour qu'ils soient debout sur mon pas de porte. J'ai ouvert la porte, mais je ne me suis pas écarté pour les laisser entrer. « Que se passe-t-il » ai-je demandé. Léonard ne s'est pas soucié des politesses. « Nous devons parler » a-t-il dit, me poussant comme s'il était propriétaire des lieux. Ma mère l'a suivi sans même un bonjour. « Nous avons entendu parler de ta promotion » a commencé Léonard, son ton vif et factuel. « Tu fais enfin quelque chose de toi-même. Bravo. Il était temps, vraiment. » Je les ai regardés. Pas de félicitations, pas de bavardage, directement aux insultes. « D'accord, ai-je dit lentement. Ma mère a ajouté, les jumeaux commencent l'université bientôt, et nous avons eu un peu de difficultés financières. Nous avons pensé que puisque tu te débrouilles si bien maintenant, tu pourrais aider à payer leurs dépenses. Je ne me souviens pas de ma réaction exacte à ce moment-là, mais je sais que j'ai juste essayé de comprendre ce qui se passait. Après des années de silence, après tout ce qu'ils m'avaient fait subir, ils ont eu le culot de se présenter à ma porte et de demander de l'argent. « Vous êtes sérieux » ai-je finalement dit. « Pourquoi ne le serions-nous pas » a rétorqué Léonard. « Tu gagnes bien ta vie maintenant, n'est-ce pas? Ne fais pas comme si tu ne pouvais pas te le permettre. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de famille à charge. Tu as l'argent. Ce n'est pas une question de savoir si je peux me le permettre, ai-je dit, ma voix s'élevant. C'est le fait que vous n'avez absolument rien fait pour moi, et maintenant vous êtes là à demander un coup de main comme si je vous devais quelque chose. Ma mère a roulé des yeux. Oh, voilà, a-t-elle dit, levant les mains. Tu vas encore jouer la victime. Pauvre toi. On ne t'a pas assez choyé. Tu t'accroches à cette rancune depuis des années. Et pourquoi? Regarde-toi. Tu t'en es bien sorti. Oui, parce que j'ai travaillé dur, ai-je rétorqué, sans l'aide de vous deux. Savez-vous à quel point il était difficile de terminer mes études sans co-signataire, sans aucun soutien financier? Je l'ai fait, mais pas grâce à vous ou malgré vous. Léonard a souri. Oh, allez. Arrête de faire comme si tu avais eu si dur. Tu as un bon travail maintenant, n'est-ce pas? Un bel endroit où vivre. Peut-être devrais-tu nous remercier. Si nous ne t'avions pas mis dehors, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Vous remercier, ai-je dit, ma voix tremblant de colère. Vous m'avez mis dehors parce que je n'étais plus pratique. Vous avez dit clairement que je ne vous étais plus utile, et maintenant vous êtes là à attendre que je vienne à votre rescousse pour les enfants qui vous importaient vraiment? Absolument pas. Le ton de ma mère est devenu glacial. Tu es égoïste, a-t-elle lancé. Je t'ai élevée toute seule. J'ai travaillé dur pour te garder en vie, pour te donner tout ce dont tu avais besoin. Et maintenant regarde-toi. Tu as tout ce dont tu as besoin, et tout ce que nous demandons, c'est un peu d'aide. Ce sont tes frères et sœurs. Tu leur dois ça après tout ce que j'ai fait pour toi. Ce n'était pas seulement ce qu'elle a dit, c'était la façon dont elle l'a dit comme si je devais avoir honte de ne pas me plier immédiatement en quatre pour elle et les jumeaux. Je ne leur dois rien, ai-je rétorqué. Et je ne vous dois certainement rien à vous deux. Vous avez fait vos choix, et j'ai fait les miens. Vous avez décidé que je ne valais pas votre temps ou votre argent, et maintenant vous attendez que je mette ma vie en suspens pour eux? Ce n'est pas le cas. Léonard s'est approché, le visage dur. Tu sais quel est ton problème? Tu as toujours pensé que tu étais plus importante que tu ne le es en réalité. Tu penses que tu es meilleure que tout le monde juste parce que tu t'en es sortie toute seule. Mais laisse-moi te dire quelque chose, tu ne voulais rien dire à cette famille à l'époque, et tu ne veux rien dire maintenant. Cela m'a tellement touché, mais je ne l'ai pas laissé paraître. Alors pourquoi êtes-vous là, ai-je dit froidement. Si je ne veux rien dire pour vous, pourquoi êtes-vous là dans mon salon à mendier de l'argent? Ma mère a lancé,
parce que nous ne voulions pas venir ici. Penses-tu que nous aimons te demander de l'aide? Mais les jumeaux méritent un avenir. Et si tu n'étais pas si putain d'égoïste, tu le verrais. Mais non, tu es trop occupé à jouer l'enfant blessé pour faire quoi que ce soit pour quelqu'un d'autre que toi-même. J'ai ri amèrement. Tu veux parler d'égoïsme? Tu as mis ton propre enfant dehors pour faire de la place pour ta vraie famille. Tu m'as dit que je ne valais pas la peine, et maintenant tu veux te tenir là et parler de ce que les jumeaux méritent? Ils méritent de meilleurs parents. Ce n'est pas mon problème. Léonard me désigna du doigt, sa voix s'élevant. Tu ferais mieux de surveiller ta langue. Nous sommes toujours ta famille, que ça te plaise ou non, et la famille est de la famille. Non, répondis-je fermement. La famille ne fait pas ce que vous m'avez fait. La famille ne jette pas son enfant comme un déchet et ne revient pas ramper lorsqu'elle a besoin d'argent. Vous n'êtes pas ma famille. Vous êtes des étrangers pour moi. Le visage de ma mère se tordit de colère. Très bien. Sois un petit morveux égoïste. Mais ne viens pas pleurer auprès de nous quand ta vie s'effondrera. Tu te crois tellement supérieur à nous, mais tu n'es rien. Tu ne seras jamais rien. Ça a été ça. J'en avais assez. Si vous ne partez pas tout de suite, dis-je en sortant mon téléphone, j'appelle la police. Léonard railla. Vas-y, appelle-les. Regarde comment ça se passe. Expulser ses propres parents de sa maison. Vous n'êtes pas mes parents, dis-je calmement, mon doigt sur l'écran. Plus maintenant. Ma mère lui saisit le bras, marmonnant quelque chose entre ses dents. Tu vas le regretter, dit-elle en se retournant pour partir. Non, dis-je en claquant la porte derrière eux. Je ne le regrette pas. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'avais changé. L'enfant qui désirait désespérément leur approbation avait disparu. Je ne leur devais rien, et je n'allais pas me laisser culpabiliser pour penser autrement. Après leur départ, je suis resté dans mon salon, le téléphone toujours à la main, et je suis resté là. Je n'étais pas bouleversé. Je n'étais même plus en colère. J'étais épuisé. Pendant des années, j'avais gardé cet espoir, enfoui au plus profond de moi, qu'un jour peut-être ils me verraient comme leur fils, leur famille, comme quelqu'un qui comptait. Mais cet espoir avait disparu. Cette confrontation a claqué la porte sur toutes les illusions que j'avais pu avoir sur eux. Après cette journée, je pensais avoir vu le dernier d'entre eux. Je leur avais clairement fait comprendre qu'ils n'étaient pas les bienvenus dans ma vie, et j'étais prêt à passer à autre chose. Mais des gens comme eux n'acceptent pas un « non » pour réponse. Ils n'avaient pas fini d'essayer de se frayer un chemin, et ce qui a suivi n'a été rien de moins que du chaos. Quelques semaines plus tard, j'ai appris de mes collègues que ma mère s'était présentée à mon bureau. Je n'y étais pas, j'avais pris un jour de congé maladie, mais apparemment, elle avait fait tout un spectacle. Elle est entrée en trombe, a exigé de me parler, et lorsqu'on lui a dit que je n'étais pas là, elle a refusé de partir. Elle criait sur la famille et les sacrifices et sur ce que je lui devais. Un de mes collègues a dit que le lendemain, la sécurité a dû l'escorter à la sortie. C'était intense. Je me suis excusé auprès de tout le monde, mortifié. Je me suis assuré d'informer les RH et leur ai demandé d'ajouter son nom à la liste des personnes qui n'étaient pas autorisées sur les lieux. Pourtant, j'étais secoué. Je n'arrivais pas à croire qu'elle puisse descendre aussi bas, mais le pire était à venir. Ma mère n'a pas reculé. Un soir, environ une semaine plus tard, je suis rentré du travail et je l'ai trouvée qui m'attendait devant ma maison. Elle marchait de haut en bas de l'allée, visiblement agitée. Au moment où je suis sorti de ma voiture, elle s'est précipitée sur moi, criant « Tu ne peux pas continuer à m'ignorer ». J'ai pris une profonde inspiration, en gardant mes distances. « Que fais-tu ici ? » « Nous devons parler, » dit-elle en me pointant du doigt comme si j'étais un enfant. « Tu crois que tu peux simplement t'éloigner de ta famille, de tes responsabilités ? » « Quelle responsabilité ?» ai-je rétorqué. « Tu es la mère, pas moi. Les jumeaux sont tes enfants. C'est toi qui es censé résoudre ce problème, pas moi. » Cela l'a énervée. Elle a commencé à crier que j'étais égoïste et ingrat, que je lui devais tout ce qu'elle avait fait pour moi. « J'ai tellement sacrifié pour toi », a-t-elle crié. « Et c'est comme ça que tu me rembourses en nous tournant le dos ? Tu n'as rien sacrifié pour moi, ai-je dit, en essayant de garder la voix stable. Maman, retourne dans la maison dont tu as chassé ton fils et ne te montre plus. À ce moment-là, sa voix est passée du fort à l'hystérique.
Elle a commencé à crier si fort que les voisins sont sortis de leur maison pour voir ce qui se passait. C'est un petit monstre, a-t-elle crié, en faisant de grands gestes vers moi. Il a toujours été un petit monstre égoïste. Il ne se soucie de personne d'autre que de lui-même. Quelques voisins ont essayé d'intervenir, lui disant de se calmer, mais elle ne les écoutait pas. Sa voix est devenue plus forte, plus frénétique, jusqu'à ce qu'elle se jette sur moi, en criant « Après tout ce que j'ai fait pour toi ». Reculé, ai-je prévenu, mon téléphone à la main pendant que je composais le 911. Je suis sérieux, maman. N'ose pas. Son visage s'est tordu de rage, et elle a tenté de m'arracher le téléphone. N'ose pas appeler la police contre ta propre mère. Je t'ai élevé. J'ai tout sacrifié pour toi. Tu m'as abandonné, ai-je crié en retour, en tenant mon téléphone hors de sa portée, en essayant de la tenir à distance. Tu m'as jeté comme si je n'étais rien. Je n'avais plus l'impression de me disputer avec ma mère. C'était comme regarder une étrangère portant son visage. Elle criait sur l'ingratitude, sur la loyauté familiale, tout en se jetant sur moi, essayant toujours de m'arracher le téléphone des mains. Au milieu du chaos, j'ai entendu un de mes voisins crier « J'appelle la police ». Laisse-le tranquille. D'autres voisins ont commencé à sortir de leur maison, se tenant sur leur porche ou se rapprochant, observant cette scène surréaliste d'une mère s'attaquant physiquement à son propre enfant. Finalement, quelqu'un est intervenu et l'a éloigné de moi, juste au moment où le son des sirènes a coupé l'air. Elle a lutté contre eux, en criant encore quelque chose d'incohérent. Mais le moment était passé, les gyrophares de la voiture de police ont rempli la rue. Je suis resté là, tremblant, réalisant jusqu'où elle était allée et combien je ne pouvais pas la laisser revenir dans ma vie. Le lendemain matin, je suis allé directement au poste de police et j'ai déposé une plainte. J'ai tout expliqué, l'incident sur le lieu de travail, son apparition chez moi, la dispute en criant devant mes voisins. L'agent à qui j'ai parlé était compréhensif et m'a aidé à commencer la procédure d'obtention d'une ordonnance restrictive. Lorsque j'ai raconté ce qui s'était passé à mes grands-parents, ils étaient furieux. Elle a perdu la tête, a dit mon grand-père en hochant la tête. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez elle, mais tu ne mérites pas ça. Nous aurions dû faire plus pour toi à l'époque, a ajouté ma grand-mère, la voix lourde de culpabilité. Nous pensions aider en restant proches. Mais nous t'avons laissé faire face à trop de choses seuls. Je suis tellement désolé. Je leur ai dit que ce n'était pas de leur faute. Ils avaient fait de leur mieux, et ils étaient la seule raison pour laquelle j'avais eu une quelconque stabilité après que ma mère m'ait mis dehors. Ils ont clairement indiqué qu'ils en avaient fini avec elle. Nous l'avons soutenue dans tout, a dit mon grand-père. Mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Nous coupons les ponts. Entendre cela a été doux amer. D'un côté, cela ressemblait à une validation. Ils ont enfin vu qui elle était. Mais de l'autre, cela faisait mal de savoir jusqu'où elle était tombée et à quel point elle ne se souciait de personne d'autre qu'elle-même. L'ordonnance restrictive a été accordée quelques semaines plus tard, et la vie a finalement commencé à se calmer. Je me suis investi dans ma carrière, ma maison, et les personnes qui comptaient vraiment, mes grands-parents, ma tante et mes amis proches. Ma tante, cependant, elle a été mon roc. Elle n'est pas seulement intervenue lorsque les choses se sont compliquées, elle est restée, et elle ne m'a jamais fait sentir que je lui devais quoi que ce soit pour cela. Quelques mois plus tard, après avoir enfin repris mon souffle, j'ai décidé de faire quelque chose pour elle. Il ne s'agissait pas de la rembourser, il s'agissait de lui montrer à quel point elle comptait pour moi. Je ne lui ai pas simplement remis de l'argent, je l'ai planifié. Je me suis assuré que c'était suffisant pour couvrir une escapade d'un week-end pour elle et sa famille, quelque chose dont elle avait toujours rêvé mais qu'elle n'avait jamais priorisé parce qu'elle mettait toujours les autres en premier. Lorsque je lui ai remis l'enveloppe, elle a d'abord semblé confuse, puis elle l'a ouverte et a poussé un soupir. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, la voix tremblante. « C'est pour toi » ai-je dit simplement. « Tu as toujours été là pour moi. Tu n'étais pas obligé, mais tu l'as fait. Tu mérites quelque chose de bien. Quelque chose juste pour toi. » Ses yeux se sont remplis d'eau, et elle a secoué la tête. « Tu n'étais pas obligé de faire ça. Je ne t'ai pas aidé parce que je voulais quoi que ce soit en retour, tante, ai-je dit, la voix pleine d'émotion. C'est pourquoi tu le mérites encore plus. » Elle m'a serré fort dans ses bras. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti le genre d'amour et de soutien que j'avais passé toute ma vie à poursuivre. Elle ne m'a pas seulement vu, elle m'a apprécié. Pendant ce temps, de temps en temps,
j'entendais des bribes d'informations sur ma mère et Léonard. Leur situation financière s'effondrait, et les jumeaux arrivaient à peine à terminer leurs études. Je ne me suis pas senti coupable. Je n'ai rien senti. Ils avaient fait leur choix, et j'avais fait les miens. Pendant des années, j'avais porté le poids du désir de leur approbation, de l'espoir qu'ils me verraient enfin comme quelqu'un qui comptait. Mais maintenant, j'ai compris qu'ils ne le feraient jamais, et c'était bon. Je n'avais pas besoin de leur validation. Je voyais ma propre valeur maintenant, et je m'étais entouré de personnes qui le faisaient aussi. J'ai construit une vie dont je suis fier, remplie de personnes qui se soucient vraiment de moi. Et surtout, j'ai appris que la famille ne se définit pas par le sang. Elle se définit par ceux qui sont présents, qui vous soutiennent, et qui vous aiment pour ce que vous êtes, pas pour ce qu'ils peuvent vous prendre. Quant à ma mère, j'espère qu'elle trouvera ce qu'elle cherche. Mais j'en ai fini d'être sa solution. J'en ai fini d'être son sacrifice. Ma vie est la mienne maintenant, et je ne regarde pas en arrière. Mise à jour finale. Salut à tous, je ne pensais pas écrire une mise à jour, mais quelque chose d'inattendu s'est produit, et j'ai l'impression que cela vaut la peine d'être partagé. Après tout ce qui s'est passé avec ma mère et Léonard, l'ordonnance restrictive, l'embuscade devant ma maison, et sa crise de nerfs, je pensais en avoir fini avec cette partie de ma vie. J'avais fermé la porte et j'étais passé à autre chose. Mais ensuite, un des jumeaux m'a contacté. Cela a commencé par un texto d'un numéro inconnu. « Salut, c'est Max. On peut parler ? J'aimerais te connaître. Tu es mon frère, et je ne te connais pas du tout. » Je suis resté là à regarder le message pendant longtemps. Max et moi nous connaissions à peine. Après mon départ de la maison il y a toutes ces années, les jumeaux étaient de jeunes enfants à l'époque, et après tout ce que ma mère et Léonard m'avaient fait subir, je n'avais aucun lien avec eux. Une partie de moi se demandait s'il s'agissait d'une nouvelle ruse de ma mère, mais la façon dont Max avait formulé son message était différente. Après un moment, j'ai répondu « De quoi s'agit-il » Quelques minutes plus tard, il a appelé. J'ai hésité avant de décrocher. « Salut » a-t-il dit, la voix un peu nerveuse. Je sais que c'est bizarre, mais je voulais te contacter. J'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps, et j'ai l'impression d'avoir manqué quelque chose d'important. Tu es mon frère, et je ne sais rien de toi. Il n'a pas dit grand-chose, alors il a continué, je sais ce que maman et papa t'ont fait, a-t-il dit. Je ne comprenais pas quand j'étais enfant, mais je comprends maintenant. Je ne pense pas que ce soit juste. Honnêtement, je pense que c'était horrible, et je ne te blâme pas de t'être enfui. Mais je déteste que leur choix nous ait empêchés d'avoir une relation. C'est de leur faute, pas de la tienne. Ces paroles m'ont pris au dépourvu. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi honnêtes sur la situation. Max, rien de tout cela n'était de ta faute, ai-je dit, en essayant de garder la voix stable. Tu n'as pas fait les choix qu'ils ont faits. Je sais, a-t-il dit, mais ça ne rend pas les choses plus faciles. J'ai l'impression d'avoir manqué d'avoir un frère aîné, et maintenant que je suis assez grand pour comprendre tout, je veux au moins essayer de réparer ça. Je sais que je ne peux pas annuler ce qu'ils ont fait, mais j'aimerais te connaître, si tu es ouvert à cela. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, ne sachant pas quoi dire. Pendant des années, j'avais porté le poids du sentiment de ne pas compter pour ma famille. Mais voici Max, qui tend la main, qui reconnaît ce qui s'est passé, et qui demande une chance de construire quelque chose de différent. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Pourquoi me contacter après tout ce temps? Honnêtement, a-t-il dit, parce que je ne veux pas que nous soyons des étrangers pour toujours. Je ne te demande pas de pardonner maman ou papa, et je n'essaie pas de trouver des excuses pour eux. Je veux juste te connaître. C'est tout. Son ton était si sincère qu'il était difficile de ne pas être un peu ému. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de passer à autre chose, ai-je finalement dit. Ce n'est pas facile pour moi de rouvrir cette porte. Je comprends, a-t-il dit. Et je ne demande rien de grand. Je veux juste avoir une chance de te parler. Peut-être voir si nous pouvons avoir une sorte de relation. Tu es mon frère, et j'aimerais savoir qui tu es. Je suis resté assis là un moment, à peser le pour et le contre. Les jumeaux n'étaient pas responsables de ce qui s'est passé. Ils n'ont pas pris les décisions qui ont déchiré notre famille. Et si Max faisait l'effort de tendre la main, peut-être valait-il la peine de le rencontrer à mi-chemin. Même si une partie de moi continuait à me dire que peut-être sa seule intention était de profiter de moi, j'ai décidé de lui donner une chance quand même puisque je ne connais pas vraiment les jumeaux. D'accord, ai-je dit.
On peut commencer par une conversation. Son soulagement était évident. Merci, a-t-il dit rapidement. C'est tout ce que je demande. Je veux juste commencer quelque part. Nous avons raccroché peu de temps après, et j'ai passé le reste de la soirée à y penser. Le fait que Max tende la main n'était pas quelque chose auquel je m'attendais, et cela m'a laissé avec un mélange d'émotions que je ne pouvais pas pleinement traiter. La vérité est que j'avais passé tellement de temps à voir les jumeaux comme faisant partie de la famille qui m'avait mis de côté, mais Max m'a fait réaliser qu'ils étaient autant victimes de l'égoïsme de ma mère et de Léonard que moi. Ils n'ont pas choisi cela plus que moi. Je ne sais pas où cela mènera. Je reste prudent. Je me suis construit une vie dont je suis fier, et je ne suis pas impatient de rouvrir de vieilles blessures. Mais en même temps, l'effort de Max semble sincère. Il n'a pas essayé de me culpabiliser ou de trouver des excuses pour ses parents. Il voulait juste me connaître. Et pour la première fois, j'ai l'impression que peut-être, juste peut-être, je pourrais avoir une relation avec quelqu'un de ce côté de la famille. C'est un petit pas, mais cela ressemble à un progrès.